16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio J. Ravi de vous présenter cette nouvelle émission aujourd'hui jusqu'à 16h30 avec mon invité, auteur, compositeur, interprète, avec à son actif pas moins de 1032 chansons. Officier de l'ordre des arts et des lettres, Jean-Jacques Debout vient nous parler de son autobiographie sincère, touchante, intitulée La couleur des fantômes, qui raconte son incroyable parcours, ses chansons bien sûr, ses incroyables amitiés, sa jeunesse. Il se confie sur son succès aussi fulgurant à travers des anecdotes inédites. L'occasion alors de découvrir ou redécouvrir notre invité aujourd'hui en direct live sur nos plateformes streaming radioj.fr et sur Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Bonjour Jean-Jacques Debout. Bonjour Cyrielle. Merci mille fois d'être mon invité aujourd'hui. Bien sûr, on va découvrir votre actualité autour de ce livre autobiographique très touchant, plein d'histoires, que vous avez intitulé La couleur des fantômes. J'ai envie de vous demander d'abord pourquoi ce titre ? Parce que j'ai rencontré dans ma vie malheureusement des gens qui ne sont plus de ce monde. Et la plupart m'ont intéressé, m'ont marqué. C'est ça. Et alors aujourd'hui ils sont devenus un peu mes fantômes. C'est la couleur aussi peut-être des gens du passé qui vous animent encore ? Et puis ils avaient tous une couleur différente. J'avais avec eux des rapports qui n'étaient pas les mêmes rapports que j'avais avec d'autres. Donc ils avaient tous une couleur, ils avaient leur couleur, leur propre couleur. Vous auriez peut-être aussi pu appeler ce livre, Jean-Jacques Debout, vous auriez pu l'appeler Le bourlingueur des étoiles, comme vous appelez Charles Trenet. Oui, mais c'est vrai, j'aurais pu. J'y avais pensé. C'est vrai ? Oui. Voilà, mais je sais pas, j'y ai pensé. Je me suis dit que comme ce livre en plus est dédié à Chantal Goya et à votre famille, c'était aussi une jolie manière de parler de vous, parce qu'on vous découvre aussi au travers de toutes ces histoires. Et dans cette émission, on aime aussi beaucoup découvrir qui vous êtes au-delà de ce que vous faites et de ce que vous avez fait. Et alors on va commencer doucement, mais certainement avec le début, toujours le début. Jean-Jacques Debout, vous êtes né le 9 mars 1940. Dans le 12e arrondissement de Paris, votre père Yves Debout était opticien du général de Gaulle. Votre mère Juliette Bonaventure a été Miss Paris. Avec eux et vos deux sœurs aînées, vous avez passé une enfance à Saint-Mandé. Mais vos premiers instants de vie n'ont pas forcément été évidents et vous le racontez dans ce livre. Oui, ça m'a même été assez triste. Enfin, assez triste pour ma maman. Vous avez 5 semaines. Oui, à ce moment-là. C'est ça. Et vous avez ce que vous appelez une sténose du pylore. Voilà, et une occlusion intestinale. Votre mère vous emmène à l'hôpital Trousseau. Qu'est-ce qui se passe ? Qui se trouve en face de là où elle habitait. Et c'est-à-dire que ce sont deux maladies qui vous empêchent de vous nourrir. Alors je maigrissais, puis j'avais la tête qui tombait sur le côté, puis elle me voyait maigrir à petit feu comme ça, physiquement, tous les jours. Et puis un jour, elle a craqué. Alors elle avait la dame qui était la gardienne du petit immeuble là en briques qui se trouve, vous savez, derrière le lycée Hélène Boucher. Très bien. C'est là où on habitait. Elle lui a dit, Madame Debout, il faut vite l'emmener à Trousseau. Alors elle est arrivée avec moi dans les bras à Trousseau, et là on lui a dit, on peut rien faire pour vous parce que il y a pas de chirurgien, il y a pas. Et ils ont appelé une doctoresse qui est venue et qui était bilingue, qui parlait allemand et qui parlait français. Il y avait un professeur allemand qui s'appelait le professeur Brett, et il était là pour soigner les soldats allemands qui se faisaient tirer dessus dans la rue, quoi. Mais il était pas là pour soigner les autres. Vous avez compris. Et donc c'est lui qui va vous sauver la vie. Oui, et puis il est sorti, et puis il a d'abord cette doctoresse lui a parlé, lui a dit cet enfant va mourir, sa maman est dans tous ses états. Est-ce que vous, professeur, est-ce que vous pouvez pas faire quelque chose pour lui, peut-être? Et il a dit alors, écoutez, demandez à cette femme qu'elle vienne dans mon bureau.
Alors vous savez comment c'est, ils ont un bureau et puis il y a la pièce à côté où on ausculte le malade. Et puis il m'a vite mis là pour regarder ce que j'avais. Il a compris tout de suite. Et il a dit à votre maman, à minuit, oui. Si votre enfant ne pleure pas, considérez que c'est fini. Oui, je pourrais plus rien faire pour lui. Et vous avez pleuré à minuit 10. Exact. Précisément. Jean-Jacques Debout, quel genre d'enfance vous avez eu ? Un petit peu bousculé parce que j'avais j'aimais beaucoup, mais j'avais 2 grands-mères, hein, forcément. Et j'aimais beaucoup la maman de mon père, de mon papa, qui était écrivain, qui était une grande amie de Colette, qui a même été présidente de la Société des gens de lettres, et qui avait défendu Colette quand Colette avait eu ses problèmes avec le fameux Willy qui lui prenait ses droits d'auteur, enfin bref. Et puis j'aimais beaucoup cette grand-mère qui me faisait lire, qui m'emmenait à l'Opéra de Paris, et puis j'avais du côté de ma maman, j'aimais aussi beaucoup. Elle était responsable de l'imprimerie du journal L'Humanité rue du Croissant, là où Jean Jaurès a rencontré l'homme qui l'a tué, quoi. Et ma mère elle avait 6 ans. Elle prenait un petit déjeuner parce qu'elle attendait sa petite copine qui était la fille des gens qui avaient le café Le Croissant, avec qui elle allait à l'école communale rue d'Uzès, qui était la rue qui était derrière la rue du Croissant. Et elle a vu Jaurès se faire tuer comme ça. Ces 2 grands-mères vont avoir une importance dans votre vie, mais est-ce que vos parents, c'est le cas ou non ? Parce que je sais qu'avec votre père, ça a été plus compliqué avec les années. Il a été dur avec vous. Oui, il a été dur parce qu'il était opticien, rue des Archives, et un opticien même qui commençait à être réputé. Et il avait 2 filles et moi, et il s'était mis dans la tête que j'allais lui succéder. Et moi, c'était pas du tout... Il m'en parlait, mais personnellement, j'en doutais un peu parce que je n'aimais qu'une chose, c'était les chansons, c'était la musique, c'était les spectacles, c'était le théâtre. Et je me voyais pas m'occuper de lunetterie et de faire du théâtre et des chansons en même temps. Et un jour, j'ai eu le malheur de lui dire à table, à Saint-Mandé, je lui ai dit... Oui, parce qu'il m'avait dit qu'il avait rencontré à Moret, où il y avait l'école d'optique, le grand patron, et puis il lui avait dit, un jour, je vais vous envoyer mon fils, parce que je voudrais qu'il me succède dans mes affaires, rue des Archives. Et puis là, je lui ai dit, écoute, non. Papa, non, je lui ai dit, je sais pas comment te le dire, mais mon rêve serait de commencer au cabaret pour chanter des chansons. Et il m'a dit, quoi, un saltimbanque dans ma famille, ça il n'en est pas question. Et puisque c'est ça, tu vas aller vivre dans la chambre de bonne du petit immeuble à Saint-Mandé où on habitait. Et par contre, tu pourras venir manger, tu iras dans le frigo si tu as besoin de manger. Mais je ne veux plus te voir dans l'appartement puisque tu ne seras pas opticien. Tu vivras ta vie d'artiste dans la chambre de bonne. C'était une forme de punition. En attendant, peut-être même avant, vous êtes envoyé en pension au collège de Juilly, tenu par des prêtres. Vous avez pour camarade Jean-Paul Goude ou encore Jacques Messrine, qui va devenir plus tard, bien sûr, l'ennemi public numéro 1. Et puis, bien sûr, vous allez raconter dans ce livre toutes ces aventures avec lui. Il vous avait demandé plusieurs autographes avec les années. Michel Drucker, Michel Sardou. Il vous a même enlevé à un moment donné. À Montréal. C'est ça, à Montréal. Vous êtes resté amis jusqu'au bout quand même avec lui. Oui, oui, parce que je l'aimais beaucoup. Il a toujours été gentil avec moi. Gentil, mais il vous a enlevé quand même. Il m'a enlevé, il pouvait pas faire autrement parce que comme il était recherché par Interpol, il savait que si quelqu'un le reconnaissait, il était mort. Et il avait peur que vous le balanciez, comme on dit ? Non, de quoi il avait peur ? Il savait que j'étais incapable d'aller balancer qui que ce soit. Non, il avait peur qu'on le voie. Il avait peur de sortir de sa voiture et que quelqu'un le remarque. Il avait toujours très peur. Mais alors pourquoi il vous enlève, Jean-Jacques Debout ? Il m'a enlevé parce que à un moment, il était passé la veille en voiture avec son bras droit
qu'il appelait porte-avions. Et un moment, sur le parvis du théâtre où je chantais avec Barbara, il voit Barbara et Jean-Jacques Debout. Et il dit donc à son bras droit, il lui dit, tu vois, celui qui s'appelle Jean-Jacques Debout, c'était mon copain du collège de Juilly avec qui je servais la messe à Juilly. Et puis là, il lui dit, je me fais tellement chier ici. Si je pouvais le voir, lui parler, on parlerait du passé. C'est ça, c'était cette nostalgie, c'est ce pourquoi il vous a enlevé, mais pas pour autre chose. Il s'ennuyait, et puis il avait très envie de me parler. Il faut dire que pendant ce temps, dans la vie, Jean-Jacques Debout, vous l'avez dit, vous avez une seule passion, c'est la musique. Vous chantez au départ dans une chorale. Votre grand-mère, une de vos grand-mères qui vous connaissez, vous comprenez sans doute mieux que personne, vous inscrit à un concours de chant au départ, organisé sur la place du Tertre. Est-ce que vous vous en souvenez? Est-ce que vous vous souvenez de ce que vous chantiez? Vous avez gagné ce concours. Oui. Qu'est-ce que vous chantiez? En avril à Paris de Charles Trenet. Et justement. Car le concours avait lieu le 1er avril. Et comme j'aimais beaucoup cette chanson, et Charles Trenet, que je considérais comme le plus grand auteur-compositeur de la chanson. Comme beaucoup. Française. Comme beaucoup, j'étais pas le seul, bien sûr. Et je trouvais que la mélodie de cette chanson et les paroles étaient magnifiques parce que ça redonnait du baume au cœur de savoir que le mois d'avril arrivait. Et ça faisait quand Paris s'éveille au mois d'avril, quand le soleil revient d'exil, quand l'air plus doux chante une tendre romance, quand un nouveau printemps commence. Alors voici qu'aux portes de Paris, du nord jusqu'au midi, la France chante et rit. Et du nord jusqu'au midi, la France chante et rit. À l'avril, à Paris. Bravo Jean-Jacques Debout. À ce stade, la chanson que vous interprétez est remarquée forcément par Charles Trenet. C'est un classique. Et il vous remarque bien sûr et il vous recommande. Il vous recommande à Patachou. Oui. Voilà. Pour l'engager comme artiste dans son cabaret. C'était l'ancienne secrétaire de Raoul Breton. Et alors, vers 17 ans, Jean-Jacques, vous occupez un emploi de coursier justement au sein des éditions musicales Raoul Breton. Ouais. Et là, vous allez rencontrer Yves Montand, que vous adorez, et qui vous demande contre toute attente, et c'est surréaliste pour vous qui êtes si jeune à l'époque, et qui démarrait concrètement, et qui est au démarrage d'un démarrage, il vous demande de le conseiller sur le chant des partisans. Ami, entends-tu? Et dans votre tête, quand vous racontez cette histoire, vous pensez au démarrage de cette chanson. Qu'est-ce que vous lui dites à Yves Montand? Eh bien, il me dit, vous tombez bien parce que mon pianiste est là, son pianiste s'appelait Bob Castella. Et moi, je lui amenais les 2 partitions qu'il avait demandées à Raoul Breton, puisque j'étais coursier. Et Monsieur Breton m'avait dit, tu sonneras à la petite porte qui est place Dauphine. Montand habitait avec Simone Signoret dans une ancienne librairie et qu'ils avaient transformé c'était leur salon, quoi, où il y avait son piano et où il travaillait, où il apprenait ses chansons. Simone, elle, travaillait les scénarios des films qu'elle allait tourner. Ça avait un côté, c'était charmant, c'était poétique. Et puis, tout d'un coup, je sonne, la porte s'ouvre et je me retrouve devant Yves Montand. Yves Montand que j'allais applaudir au Théâtre de l'Étoile à l'époque dans ses récitals avec ma grand-mère qui l'aimait beaucoup. Et on pouvait pas ne pas l'aimer, c'était un artiste extraordinaire et tout ce qu'il chantait, c'était formidable. Et vous lui dites quoi alors à Yves Montand? Alors, je lui dis, Monsieur Montand, je vous apporte les 2 petits formats que vous avez demandé aux éditions Raoul Breton. Je viens de la part de Raoul Breton. Oh, il me dit, rentrez, comment va Monsieur Breton? Je lui dis, ça va. Bon, écoutez, ça tombe bien, mon pianiste est là. Il va m'accompagner et vous allez me dire ce que vous en pensez. Alors, il commence à entends-tu le vol noir des corbeaux dans la plaine? J'entends encore, et puis il s'arrête, et puis il me regarde, il me dit,
qu'est-ce que vous pensez? Comment trouvez-vous que je chante ce chant des partisans de Joseph Kessel? Et je lui dis, écoutez, monsieur Montand, je trouve que cette chanson vous va comme un gant. Ça l'a fait rire. Ça l'a fait rire, ouais. Et par la suite, il a écrit à Raoul Breton en mettant un petit mot que vous avez dû remettre en disant, bon, bah, il est super, ce jeune, il m'a dit que c'était ok et c'est devenu un tube. C'est la première fois que votre couteau s'aiguise, si je puis dire, votre radar, en tout cas, puisque vous allez devenir auteur, compositeur et interprète par la suite. Et dans le même temps, vous allez vous produire au Théâtre des Capucines. Il me semble avec Michel Dax, Nicole Croisy, dans Cocktail sexy ou Folie furieuse. Maurice Vidalin et Jacques Datin vous persuadent d'enregistrer une chanson écrite pour vous qui s'appelle Les boutons dorés. Est-ce que c'est une chanson autobiographique? Oui, absolument. Parce que quand on écoute Jean-Jacques Debout, j'ai l'impression que vous vous sentez orphelin. Mais parce que quand j'étais au collège de Juilly, on n'était pas très loin de la dernière guerre. Et le général de Gaulle avait demandé à tous les collèges de France de recevoir des orphelins de guerre, parce que les orphelinats étaient pleins. Et il y avait à peu près 30% d'élèves qui étaient orphelins, dont même les parents ne venaient même pas, puisqu'ils avaient disparu dans les camps. Et moi, ça m'avait marqué, et j'avais raconté mon histoire à Maurice Vidalin et à Datin. Et j'avais dit, voilà ce que j'aimerais chanter. Une observation de la vie, mais pas de la vôtre, Jean-Jacques Debout, parce que vous avez vos parents encore. Oui, voilà. mais moi j'étais mélangé à Juilly. À tous ces gens mais bien sûr. Qui étaient concernés, en effet. Je voulais quand même qu'on traite de cette précision qui était importante, parce que quand j'écoute, je me demandais si c'était votre histoire ou pas, et j'avais du mal à déceler justement si c'était du vécu ou de l'observation. Vous cartonnez avec cette chanson à 19 ans. Oui. Entre-temps, alors que vous sortez d'une représentation un soir chez Patachou, vous allez rejoindre Jacques Brel dans un bistrot proche de la Butte et vous allez découvrir Johnny Hallyday. Vous allez parler de cette histoire bien sûr plus d'une fois, de cette émotion que vous avez ressentie, mais forcément on a envie de connaître un peu la suite et dans l'évolution de votre carrière, vous allez avoir le service militaire, bien que votre carrière a démarré, vous allez vous éloigner un temps des studios, vous allez même interrompre cette carrière. Et à votre retour, les codes entre guillemets ont changé, le phénomène yéyé a pris de l'ampleur. Vous commencez alors à écrire pour les autres. Vous allez même écrire pour Sylvie Vartan. On est en 62. C'est cette chanson. Tous mes copains. Oui. Et puis en 63, vous allez voir où je veux en venir, vous avez 23 ans et Johnny, devenu votre ami, justement, interprète vos titres. Pour moi, la vie va commencer, ma guitare, sur la bande-son de son film D'où viens-tu Johnny. C'était une proposition de dernière minute, ça je crois. Oui. On était à Castelnaudary et Ray Ventura, qui était le producteur du film D'où viens-tu Johnny, était venu avec Abel Gans, le metteur en scène, pour présenter Abel Gans à Johnny. Il lui dit, Johnny, dans 10 jours, tu commences les premières... La tournée, en quelque sorte, tu commences tes premières dates. Non, tu as tourné le film. Oui. Et puis, pense qu'il te faut une chanson, tu vas être sur un cheval qui va être entouré de taureaux dans les étangs de Vacarès. Et moi, je pars d'Iré-Ventura, je reprends le train à Toulouse pour Paris demain matin, j'ai besoin de la chanson, comment on va faire? Et Johnny me dit, on n'a qu'à demander à Jean-Jacques, parce que j'étais assis à côté de lui. Et c'est comme ça que sur le petit piano de l'Hôtel de France, j'ai écrit la chanson. En tchic-tchac. Oui. Rapidement. C'était compliqué parce que la patronne voulait pas que je joue parce qu'il y avait le salon du cuir. Elle me disait, vous allez me vider mon hôtel. Alors j'ai dit à Johnny d'aller chercher les serviettes dans sa chambre. Je lui ai dit, madame, vous en faites pas, on va mettre des serviettes de bain partout dans le piano. Il y a que moi et monsieur Ventura qui allons entendre. Et c'est ce qui s'est passé. Johnny vous propose dans la foulée de faire ses premières parties lors d'une tournée, chose que vous acceptez, et parfois même vous devez prolonger vos tours de chant parce qu'il ne vient pas. Non. C'est quand même surréaliste tous les quand bancs on y dans pense. La figure. Oui, à Marseille, une expérience surréaliste. À Marseille, vous n'avez jamais pu chanter, il me semble. Non, jamais pu. Avec ça, il trouve le moyen quand même, Johnny, de vous reprocher de ne pas lui avoir filé d'autres textes à vous. Et en plus de ça, il dit que s'il les avait chantés lui, ça aurait été de bien meilleurs succès. Ah oui, il me le disait au volant de sa voiture. Mais il avait un culot monstre. Oui, un jour, il me dit, on faisait Bordeaux-Marseille. Et puis à un moment, il me dit, oui, j'ai entendu ta nouvelle chanson, c'était tous mes copains.
Et puis il me dit, tu me l'aurais donné, tu verrais, moi j'en vendrais un peu plus qu'elle. Je sais pas. Et puis il me dit, je sais pas ce que tu trouves à cette Sylvie Vartan, mais personnellement, mais enfin, qu'est-ce qui t'a pris? Et c'est tout juste. Il m'a carrément même engueulé, quoi. Ouais. Alors je lui dis, mais non, elle est très bien. Je sais pas Et puis après. Et après, alors que votre vie est justement censée commencer potentiellement avec votre petite amie de l'époque, Sylvie Vartan, ouais. Il trouve pas mieux que de vous la piquer. Et cela vous a beaucoup fait souffrir, ça, je crois, Jean-Jacques Debout. Pendant 20 ans. 20 ans. Ouais. Ça a mis 20 ans avant que je guérisse. Mais vous avez rencontré Chantal Goya assez rapidement. Oui, mais j'ai rencontré Chantal avec qui je me suis consolé. Mais il y a eu du temps quand même qui a passé entre le moment à Marseille où j'ai compris que c'était fini. Et puis j'ai pris ma voiture en pleine nuit, puis je suis rentré à Paris et j'ai laissé une lettre à Johnny dans laquelle je lui disais prends à ma place dans la première partie Sylvie, ça sera plus pratique pour toi. Et puis j'avais laissé une lettre à Sylvie où je lui disais au revoir et je lui conseillais de faire la tournée avec Johnny. Et puis quelques jours plus tard, il y avait à l'époque le journal France Soir qui était assez lu. Et en première page, on voyait Johnny à Genève dans une bijouterie. Et il y avait marqué Johnny Hallyday se fiance avec Sylvie Vartan et il vient de lui offrir une bague avec des diamants avec une montre assortie à la bague. Vous n'étiez pas rancunier quand même. Ça a mis 20 ans, mais vous avez pardonné très rapidement finalement à Johnny Hallyday. 2 ans plus tard, vous vous réconciliez avec lui et vous restez amis ensemble jusqu'à la fin. Mais oui, parce qu'on s'est toujours beaucoup aimé et compris. Johnny Hallyday est très présent dans votre livre Jean-Jacques Debout. Vous le considérez comme votre petit frère. Ouais. Est-ce qu'il vous manque? Beaucoup. Je lui parle tous les jours. Tous les jours, je lui parle. Et puis il y a toujours, vous savez, dans Paris ou même ailleurs. Par exemple, j'habite pas mal vers Châteauroux. Ben, j'étais venu chanter 3 fois au théâtre de Châteauroux avec lui. Et alors même à Châteauroux, ben, je revois les endroits, la pizzeria où on allait manger. À Paris, je revois les endroits où il y avait les boîtes où on allait passer la nuit à boire du whisky coca. Il est partout. Des jolis souvenirs évidemment et un peu de nostalgie que j'entends. On va continuer à parler tout cela dans cette émission. Restez avec nous évidemment dans cette émission avec Jean-Jacques Debout pour son autobiographie La couleur des fantômes aux éditions Talent. Dans un instant, on poursuit également cette émission avec mes chroniqueurs qui nous rejoignent pour découvrir vos goûts culturels sur Radio J. Tout de suite, le rappel des titres. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Vous écoutez Radio J. Radio J. Sur le site radioj.fr, sur la page Facebook de Radio J et sur l'appli Radio J. Radio J. « 15h30 sur Radio J. Bonjour et bienvenue si vous venez de nous rejoindre tout de suite. Le rappel des titres avec Eva Soto. Bonjour Eva. Bonjour Cyrielle, bonjour à tous. À la une de l'actualité en Israël, les tensions sur la réforme judiciaire commencent à peser sur les relations avec les États-Unis. Joe Biden s'est dit très inquiet pour Israël. Ils ne peuvent pas continuer sur cette voie. Le président américain a appelé à trouver un compromis. Des déclarations du président américain qui ont suscité des réactions nombreuses et immédiates à Jérusalem. Binyamin Netanyahou, de son côté, a affirmé que les relations entre les États-Unis et Israël étaient indestructibles. La crise politique en Israël avec une recherche de compromis sur le projet de réforme judiciaire, une mission difficile. Après avoir eu une réunion hier soir avec des délégations de la coalition et de l'opposition, le président de l'État, Isaac Herzog, rencontre aujourd'hui les représentants des partis arabes Ram et ceux du parti d'extrême gauche Hadash-Ta'al. Au chapitre sécuritaire, une bombe lancée contre des soldats de Tsahal en Judée-Samarie tôt ce matin. Il n'y a pas eu de blessés. Ça s'est passé près de l'avant-poste de Salem, à l'est de Naplouse.
L'actualité internationale marquée par cet attentat antisémite déjoué en Grèce, un attentat commandité depuis l'Iran. Le but des terroristes était de s'attaquer à des Juifs et à des Israéliens. Selon le Mossad qui a participé à l'enquête, les 2 ressortissants pakistanais arrêtés faisaient partie d'un réseau iranien. En France, le groupe NUPES communiste a inscrit à l'ordre du jour une résolution assimilant Israël à un régime d'apartheid. Elle sera examinée le 4 mai prochain. Plusieurs députés de la majorité se sont déjà opposés à cette proposition de résolution et affirment leur volonté de lutter contre l'antisémitisme à l'intérieur et à l'extérieur de l'hémicycle. En France, 2 manifestants de Sainte-Soline sont toujours dans le coma. Les parents de l'un d'entre eux ont déposé une plainte contre X pour tentative de meurtre et entrave au secours. Et merci beaucoup, évidemment Eva Soto. On vous retrouve à 16h pour le journal complet. Tout de suite une courte pause et c'est la suite de notre émission avec Jean-Jacques Debout. Radio J. David Revaud-Dallon, ça reste entre nous. Retrouvez-moi tous les mercredis sur Radio J pour Ça reste entre nous. Emmanuel Macron lui a donné une mission compliquée puisqu'il lui a en gros demandé de creuser sa tombe. Ça devient de la petite tactique politique qui ne construit rien globalement. Au point où en est Emmanuel Macron, même un gain minime, ça reste un gain. Et en ce moment, des gains, il n'en a pas beaucoup. Rendez-vous ce soir, 21h, sur Radio J. Radio J. Le FSJU a un message pour vous. Pessar, c'est le message d'un peuple qui sort uni de l'Égypte pour la liberté et pour sa dignité. À Pessar, le FSJU délivre avec ses partenaires des milliers de bons d'achat pour les personnes en situation de précarité, quelle que soit son histoire. À Pessar, agissez avec le FSJU pour une communauté plus solidaire. Donnez sur pessar.fsju.org, pessar.fsju.org. Le FSJU et toute son équipe vous souhaitent une belle fête de Pessar. Chag Sameach. Grand jeu Radio J. Jusqu'au 2 avril, envoyez par SMS Radio J au 74 400 et tentez de gagner l'un des 30 bons d'achat de 50 € Spartou.com. Spartou, c'est plus de 10 000 marques, chaussures, vêtements et sacs. Envoyez vite Radio J au 74 400. 75 centimes d'euros par SMS. Radio J. Ça, c'est uniquement sur Radio J. Radio J. Radio J. Vous écoutez Radio J. Radio J. Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. De retour sur l'antenne de Radio J. Merci de passer votre après-midi avec nous jusqu'à 16h30 avec mon invité aujourd'hui, Jean-Jacques Debout, pour son autobiographie La couleur des fantômes aux éditions Talent. Et puis bien sûr, nous parlions de Chantal Goya. Comment ne pas parler de Chantal il y a quelques minutes sur notre antenne. Vous allez donc rencontrer Chantal Goya, qui est à l'époque jeune vedette du film de Jean-Luc Godard, Masculin-Féminin. Nous sommes juste après la rupture avec Sylvie Vartan et vous dédiez donc une chanson à Chantal Goya qui s'appelle Nos doigts se sont croisés, titre avec lequel votre carrière va reprendre véritablement. Oui. Est-ce que c'est une évidence, Chantal, pour vous à tous les niveaux, ou est-ce que c'est finalement une consolation et quelqu'un qui va venir soulager votre cœur? Ah non, la première fois que je l'ai rencontré, j'ai eu un coup de foudre. Vraiment un coup de foudre, et je suis allé lui dire. Je lui ai dit, écoutez, on se connaît pas, j'ai l'impression qu'un jour on se mariera, on aura 2 enfants, et puis vous serez célèbre vers 30 ans, et je vois même qu'un jour vous allez chanter à l'Opéra de Paris. Alors elle me dit, vous êtes un sacré dragueur quand même, parce que vous racontez n'importe quoi, elle m'a dit. Et puis elle me dit, bon, si on se marie, c'est normal qu'on ait des enfants, mais alors de là à ce que je chante à l'opéra, je ne suis quand même pas Maria Callas. Et là, permettez-moi, mais je n'adhère pas à ce que vous êtes en train de me dire. Je lui dis, je vous promets, vous verrez un jour. Et puis un jour, donc beaucoup plus tard, bien entendu. Et là, pendant 1 an, on ne s'est pas revus. Ce soir-là, je l'ai raccompagnée en voiture où elle habitait rue Pelleport avec ma voiture. Et puis elle est repartie en Angleterre parce qu'elle habitait à Londres. Et je ne l'ai pas revue. Et puis un jour, Jean-Paul Belmondo, qui est un grand ami à moi,
venait de sortir le film L'Homme de Rio. Et il avait fait une première sur les Champs-Élysées au cinéma Le Paris. Et je suis sorti du cinéma à la fin de la première du film. Et puis, qu'est-ce que je vois marcher devant moi? Chantal. Et je lui dis, mais qu'est-ce que vous faites là? Mais on devait se rappeler tout, on s'est jamais rappelé, on s'est jamais vu. Elle me dit, ma grand-mère vient de mourir, elle habitait vers l'Étoile. Et puis je descends un peu pour oublier tout ça. Je rentrais chez moi, mais je descends les Champs-Élysées et tout. Et je lui ai dit, est-ce que vous permettez que je vous invite à dîner? Alors elle me dit oui, mais où? Alors je lui dis au Quick Élysée. Mais le problème, c'est qu'il y avait 2 Quick Élysée. Alors, parce qu'elle avait une course à faire. Alors, il y avait un Quick Élysée en face du drugstore des Champs-Élysées. Oui. Et il y avait un Quick Élysée près du bureau de Daniel Philippaki, rue Chambige. Et moi, je suis allé à celui qui était où j'avais l'habitude d'aller travailler, puisque je travaillais un peu pour Daniel Philippaki. Et puis elle a été évidemment à l'autre. À l'autre. Oui. Et au bout de 2 heures, je me suis dit, ça y est, elle m'a posé un lapin. Parce que moi, je savais pas qu'il y en avait 2 qui portaient le même nom. Et puis au moment où je repartais, j'entends Jean-Jacques, elle est descendue d'un taxi. Et entre-temps, je crois que le barman de là où elle était a dû lui dire, il y en a un autre qui se trouve rue Chambly. J'avais pris un taxi, mais ça s'est joué à quelques secondes. À quelques secondes, oui. Très tôt, finalement, Jean-Jacques Debout, vous écrivez « Nos doigts se sont croisés », vous lui chantez « Nos yeux se sont aimés pour la dernière fois ». Vous venez d'écrire cette chanson. Vous aviez senti que c'était la femme de votre vie? Oui. Très vite. Ah oui. Comment on le sait? Elle m'avait marqué, c'est plus que marqué. Je m'étais même demandé si c'était pas une apparition... si je vivais pas une apparition comme certaines saintes voient la Vierge Marie dans un pré ou près d'une montagne. C'était un peu ça ce que j'arrivais pas à croire, ni mes yeux, ni mon cœur, ni rien. Si Sylvie Vartan était revenue, qu'est-ce que vous auriez fait, Jean-Jacques Debout? Mais non, parce que c'était impossible. De toute façon, Sylvie était tombée follement amoureuse de Johnny. Johnny tenait beaucoup à elle. Et puis, qu'est-ce que je voulais? C'était, vous savez, c'était comme une page qui se tourne dans un agenda. C'était, je savais. Ceci dit, je continuais d'avoir beaucoup de ressentir beaucoup d'amour pour Sylvie. La preuve, c'est que j'ai continué à lui écrire des chansons. J'ai dû lui écrire 54 chansons à Sylvie parce que j'ai écrit pendant 11 ans pour Mariti et Gilbert Carpentier pour les numéros 1. Et régulièrement, Mariti me demandait d'écrire des chansons pour Sylvie que je lui écrivais avec plaisir. Et justement, alors vous allez avoir cette collaboration artistique pour le show de Mariti et Gilbert Carpentier que vous voyez justement en grand autour d'une vedette. C'était le grand show à l'époque. Par la suite, d'autres chansons personnelles que vous allez écrire pour vous. Les cloches d'Écosse, Dis à ton capitaine, Les feux rouges ou encore Redeviens Virginie, J'embrasse les filles et bien d'autres. Des bandes originales de films, mais aussi l'écriture pour Johnny Hallyday, Barbara, Marlène Dietrich, une fois, Sylvie Vartan et naturellement Chantal Goya, mais aussi encore une fois plus grand, l'écriture de spectacles, opéra, comédie musicale, Paul et Virginie qui vous tient tant à cœur et d'autres. Et c'est vous qui inventez le musical pour enfants autour de Chantal Goya. Comment cette idée? Et alors je suis obligée de rebondir parce que vous me dites il y a quelques secondes, elle m'a posé un lapin. Cette chanson, ce matin, un lapin. Ah bah oui. Donc ça me fait transitionner. Pas pensé à ça. Il a fallu que je vous rencontre pour me rendre compte que vous avez raison. Comment vous imaginez tout ça? Chantal participait. Il y avait un show que m'avait commandé Mariti Carpentier. Un show qui était fait autour de Carlos. Parce que Carlos était un personnage truculent.
il dansait bien, il chantait comme il avait l'habitude de chanter, mais il installait une bonne humeur. Et à l'époque, la télévision avait besoin de personnages qui mettent les téléspectateurs de bonne humeur. Et Mariti me dit, est-ce que tu n'écrirais pas un numéro 1 pour Carlos, que je connaissais bien. Il était le secrétaire de Sylvie à l'époque. Et il rêvait qu'une d'une chose, c'est de chanter. De danser et de chanter. Et de se déguiser. Et était secrétaire pour beaucoup d'autres aussi. Surtout... Quelques autres en tout cas, parce que j'ai le souvenir d'avoir reçu un invité qui a pris sa place et qui nous le confiait d'ailleurs dans cette émission. Moi j'ai surtout connu secrétaire de Sylvie. Hein. J'ai pas connu secrétaire d'André Malraux, mais de Sylvie, oui. En tout cas, il voulait chanter. Il voulait chanter, mais il se débrouillait bien. Et alors, donc, on décide de faire un show qui va s'appeler Professeur Carlos. Et j'avais réuni des enfants autour de lui. Et dans l'histoire, il devait avoir une femme. Et comme il allait souvent l'été, il était à Saint-Tropez. Il avait rencontré Brigitte Bardot à Saint-Tropez, avec qui il était devenu très ami. Et comme Brigitte aimait rire, Brigitte, c'est quelqu'un qui a toujours aimé rire et s'amuser. Forcément, qu'elle avait trouvé Carlos drôle. Et il lui avait demandé si elle voulait pas jouer le rôle de sa femme dans le numéro 1. Elle lui avait dit oui. Donc, pour le moment, tout allait bien. Moi, j'avais écrit les chansons et le scénario en fonction aussi de Brigitte. Et puis, au dernier moment, disons 2 jours avant le tournage, Brigitte s'est décommandée parce qu'elle était... Je crois qu'elle avait attrapé une grippe, je sais pas quoi. Enfin, et alors là, Mariti m'appelle un soir, à 10h du soir, c'est dramatique. Elle me dit Bardot va pas pouvoir venir samedi tourner. Qu'est-ce qu'on va faire Et Mariti me dit est-ce que Chantal est loin de toi? J'habitais rue des Saints-Pères à l'époque. Et ben je lui dis non, elle est pas très loin. Mais je lui dis pourquoi? Ben elle me dit parce que avec Gilbert, on a pensé qu'il y a que Chantal qui pourrait la remplacer. Et t'écrirais vite une chanson, puisque t'as 2 jours devant toi, tu écrirais une chanson spécialement pour ta femme, c'est-à-dire... Et vous lui avez écrit? Oui, Adieu les jolis foulards. Adieu les jolis foulards. Qui était l'histoire un peu de sa grand-mère, qui vivait à la Martinique. Et alors, entre-temps, bien évidemment, La forêt magique, Le soulier qui vole et toutes, évidemment, tous les spectacles que l'on connaît, jusqu'au dernier qui s'appelle Sur la route enchantée et qui est toujours, en tout cas, qui était en tournée en 2022. Et qui fait un triomphe. Ça fait un triomphe. Des millions de disques vendus, la création de génériques de séries ou téléfilms et aussi de dessins animés comme Capitaine Flamme, évidemment, ou Conan le fils du futur ou Esteban et Zia plus récemment. Bien évidemment, Jean-Jacques Debout, vous avez raconté dans ce livre des milliers d'histoires. Vous avez ouvert les huîtres que Charlie Chaplin s'apprêtait à déguster, pris le thé avec Mick Jagger, joué du piano à Ray Charles, rencontré Stevie Wonder, bien sûr Marcel Mouloudji et bien d'autres histoires. Votre vie, elle est incroyable. Il faut acheter ce livre pour le découvrir. Mais si vous deviez ne raconter qu'un seul souvenir, quel est pour vous le souvenir le plus incroyable que vous avez en tête? Ben, c'est ma rencontre avec Edith Piaf. Edith Piaf était venue, j'assurais à l'époque la première partie de Marlène Dietrich à l'Olympia. C'était au mois de mai, je me souviens, et Edith venait de rencontrer Théo Sarapo, qui a été son dernier mari, et qui était en même temps son coiffeur. Et elle était venue me voir chanter à l'Olympia, elle s'était mise au premier rang. Et pendant que je chantais, moi, forcément, j'étais tenté de la regarder. Et je la regardais et j'en croyais pas mes yeux, parce que pour moi, Edith Piaf, c'est toujours quelqu'un de surhumain, c'est énorme pour moi, cette femme. Et je me disais, c'est pas possible, elle est là au premier rang. Et Bruno Cocatrix m'avait dit, j'ai mis Edith au premier rang. D'habitude, c'est pas les meilleures places parce que il faut lever la tête pour voir l'artiste qui chante, mais elle tenait
à ce que vous la voyiez au premier rang. Elle voulait que vous la remarquiez. Voilà, je me disais, me v'là bien et tout. Et puis, est arrivé l'entracte. Elle est venue dans les coulisses et elle m'a fait demander, elle a dit à Bruno Cocatrix, je veux absolument voir ce garçon. Alors, Bruno est venu cogner à ma loge, enfin à la petite loge que j'avais derrière, là. Et puis il me dit, c'est Bruno Cocatrix, je suis là avec Edith Piaf et son mari, Jean-Jacques, il faut ouvrir parce qu'elle voudrait vous voir. Alors j'ai ouvert et puis elle était là, elle m'a pris par le bras, comme ça, elle a pris mon bras, puis elle me dit, que faites-vous ce soir? Est-ce que vous avez dîné ou... Je lui dis non, rien de spécial. Elle me dit, écoutez, rejoignez-moi boulevard Lannes chez moi, où je vais souper avec Théo. Théo va chanter bientôt à la Tête de l'Art, qui était un cabaret à la mode qui se trouvait au Palais Royal. Et je pense que vous seriez formidable pour lui écrire des chansons. Et je voudrais vous voir pour ça, pour en discuter avec vous. Et je me suis rendu donc boulevard Lannes et j'ai dîné en face d'Edith Piaf. Et c'était magique. Ah oui, formidable. Un magique moment. On va poursuivre cette émission Jean-Jacques Debout avec toute la culture du moment ou d'avant selon vos goûts. Et mes acclamations, mon enthousiasme, viva notre bienfaiteur. Olé, olé, olé. Au théâtre. Et cher Jean-Jacques Debout, vous nous avez confié beaucoup aimé Arthur Miller. Eh bien, Christophe Barbier nous emmène au théâtre pour nous en parler. C'est sur les traces d'Arthur Miller, Cyrielle, que votre invité nous entraîne aujourd'hui. Miller a écrit Mort d'un commis voyageur, mais aussi Les sorcières de Salem. Et cela suffit à l'inscrire au cœur de l'histoire du théâtre américain. Dans la première de ces deux pièces, créée en 1949, il a alors 34 ans. Miller démonte le revers du rêve américain. Quand l'on n'a pas réussi sa vie et rempli le contrat de la prospérité, il ne reste qu'à se faire oublier, à se laisser dévorer par le capitalisme ou bien à se suicider, comme le fait le héros, pour que sa famille touche l'assurance. Dernière ruse, dernier échec de ce commis voyageur face au système. Willie se sent faiblir, il a des accidents de la route, les kilomètres lui pèsent, ses deux fils ne sont pas prêts à être des hommes, il précipite sa propre déchéance. François Perrier en France a créé le rôle en 1988 seulement, dans une adaptation de Jean-Claude Grimbert et une mise en scène de Marcel Bluval. Dustin Hoffman a joué le rôle de Willie au cinéma en 1985. Dans la seconde pièce d'Arthur Miller, Les sorcières de Salem, ce sont les limites de la démocratie qu'éclaire l'auteur. Tant il y a dans la dynamique du bouc émissaire une métaphore du maccarthisme, dont Miller fut l'une des proies, et une dénonciation des perversions infligées à la notion d'intérêt général par l'idéologie. On peut ajouter à ce duo de chefs-d'œuvre Vue du pont, l'histoire d'un crime passionnel dans le milieu de l'immigration italienne pauvre. Pour le grand public, Arthur Miller reste sans nul doute dans les mémoires parce qu'il a été l'un des maris de Marilyn Monroe. Pour les intellectuels, il demeure l'une des victimes du maccarthisme, donc, mais aussi un combattant anti-délation et un homme torturé qui a tenté d'expliquer la crise de 29 et les tenants et aboutissants de la déchéance sociale qui suit les crises économiques. Pour l'amateur de théâtre, il est, avec Tennessee Williams, l'auteur qui a le plus bouleversé la scène américaine au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Et oui, et merci beaucoup Christophe Barbier. Allez, tout de suite, c'est la chronique émotion. Vous avez vu, hein? Oui. Tout de suite, la chronique émotion parce que le temps passe de Jérôme Goulon. Radio J, l'émotion de Jérôme Goulon. Bonjour Jérôme. Bonjour Cyrielle, bonjour Jean-Jacques Debout. Bonjour. Dans cette chronique, on va parler d'artistes que vous aimez, en dehors de Chantal Goya, bien évidemment. Alors on ne pourra pas tous les citer, mais on commence en musique et comme beaucoup d'autres invités dans cette émission, l'une des artistes que vous écoutez le plus en ce moment, c'est Juliette Armanet, un véritable phénomène qui remplit toutes les salles. Elle est actuellement en tournée dans toute la France à l'occasion de la sortie de son nouvel album, Brûler le feu 2. Alors concernant Juliette Armanet, vous parliez tout à l'heure de votre rencontre avec Chantal Goya, eh bien ses débuts sont à elle dus à un incroyable hasard et concours de circonstances, même si je sais Cyrielle que vous ne croyez pas forcément au hasard. Nous sommes donc à l'été 2016 et Juliette Armanet, qui n'est pas encore connue, vient d'emménager dans un studio au 7e étage dans le quartier de Barbès.
à Paris. Un jour, alors que ses fenêtres sont ouvertes, elle se met au piano et compose son futur titre, L'amour en solitaire, qui sera plus tard son premier single. Et à la fenêtre, un homme l'écoute. Il est totalement subjugué par le talent de Juliette Armanet. Ce voisin, très attentif et très réceptif, interpelle alors Juliette Armanet à sa fenêtre. Il la complimente et lui propose d'aller boire une bière. Alors qu'ils prennent un verre ensemble, Juliette Armanet apprend alors que ce mystérieux voisin est en réalité le bassiste de Julien Doré. Et un jour, Juliette Armanet est donc contactée par Julien Doré qui lui demande de faire ses premières parties. Dès lors, tout va très vite. En 2016, sur son 4e album, Julien Doré sort un duo avec Juliette Armanet, en l'occurrence la chanson Corail. Et puis un an plus tard, en 2017, la chanteuse sort son premier album qui devient double disque de platine. La suite, tout le monde la connaît. L'histoire est aussi belle qu'incroyable. Et en effet, on poursuit avec un chanteur qui a une place toute elle est belle, ouais, elle est incroyable. On poursuit avec forcément un chanteur qui a une place toute particulière dans votre vie, Jean-Jacques Debout, et bien sûr, c'est Charles Trenet. Oui, alors dans votre top 3 musical, on retrouve la chanson Il y avait des arbres de Charles Trenet. Alors, Charles Trenet, vous l'évoquiez tout à l'heure avec Cyrielle, sont une sorte de mentor pour vous. Quand vous aviez 15 ans, vous chantiez ces chansons dans les rues à l'occasion d'un concours organisé par l'Humanité, vous l'avez évoqué en début d'émission. Oui. Et puis là, l'éditrice de Charles Trenet, Madame Breton, vous repère et elle vous offre alors un poste de coursier aux éditions Breton. Et puis un soir de 1954, vous voyez Charles Trenet pour la première fois. Ça se passe dans le bureau de son éditeur, donc Raoul Breton, chez qui vous êtes donc coursier. Et là, vous êtes surpris de voir que Charles Trenet ne vous considère pas du tout comme un coursier. Pour lui, vous êtes bien plus que ça. D'ailleurs, un peu plus tard, alors que Charles Trenet vous cherche, Raoul Breton lui dit que vous n'êtes plus coursier, mais que vous chantez dans un cabaret. Dès lors, Charles Trenet vous appelle à la Galerie 55, je crois bien, où vous vous produisez, et vous donne rendez-vous alors à la Closerie des Lilas. Quand il vous voit arriver, Charles Trenet vous dit alors que vous avez toujours la tête dans les étoiles quand vous faites du cabaret et que vous bourlinguez avec les étoiles. De là vient votre surnom, Cyrielle le disait en préambule de cette émission, le bourlingueur des étoiles, qui deviendra même le nom d'un album et d'une chanson que vous avez sorti en 2013, si je ne me trompe pas. Charles Trenet qui a donc une place particulière dans votre vie, et à propos de qui vous dites, Jean-Jacques Debout, longtemps après que les poètes ont disparu, leurs chansons courent encore dans les rues. Ouais. Et je cherche à savoir, donc Charles Trenet, vous le rencontrez lors de ce tour de chant au départ, ou vous le rencontrez à ce moment-là dans cette histoire que vient de nous raconter Jérôme Goulon? Il y a l'histoire que vient de raconter Jérôme, mais je l'ai rencontré une première fois très vite, place du Tertre, quand j'avais chanté en avril à Paris et que j'avais remporté le concours de chant. Voilà qui est plus fier. Il m'a même dit, vous devriez en faire le disque parce que vous la chantez mieux que moi, il m'a dit. Mais est-ce qu'il s'était rappelé de vous quand il vous avait revu en tant que coursier? Est-ce que vous lui avez dit? Je pense qu'il s'est rappelé de moi parce qu'il m'a dit, je vous ai déjà vu quelque part. C'est ça. Oui, d'ailleurs, quand Raoul Breton lui dit que c'est le coursier, c'est là que Charles Trenet lui dit non, c'est plus qu'un coursier. C'est ça, très bien. Donc il avait très bonne mémoire, Charles Trenet. On poursuit avec de la littérature et votre livre préféré, Jean-Jacques Debout. Oui, il s'agit du livre Les Grandes Espérances de Charles Dickens, un livre publié en 1860 et qui raconte les aventures d'un jeune orphelin jusqu'à sa maturité. Et si Charles Dickens a choisi ce thème, c'est tout sauf un hasard, là encore une fois. Durant toute sa vie, l'écrivain anglais a en effet été un ardent défenseur du droit des enfants et de l'éducation pour tous. Et ce thème qu'on retrouve dans ses œuvres, il est venu du traumatisme que Charles Dickens a connu lui-même durant sa propre enfance. Issu d'une famille de 8 enfants, il connaît une enfance insouciante jusqu'à ses 12 ans. Et puis soudainement, sa vie bascule quand son père contracte des dettes. Tous les biens de la famille sont saisis et le papa de Charles Dickens est envoyé en prison pour 400 livres à l'époque. Alors le petit Charles est alors déscolarisé. Il est contraint de travailler dans une usine de cirage où il passe ses journées entières à nettoyer des bottines et coller des étiquettes sur des flacons pour seulement 6 shillings par semaine. Cet épisode de sa vie est pour Charles Dickens un traumatisme dont il ne s'est jamais vraiment remis. Il y a fait d'ailleurs allusion dans son livre, Les Grandes Espérances, quand il parle notamment de la Blacking Warehouse, l'usine de cirage, en français évidemment. Alors finalement, Charles Dickens reprendra la scolarité, mais gardera une rancœur éternelle envers ses parents de lui avoir fait vivre ça. Une fois devenu écrivain à succès, Charles Dickens a en effet déclaré « J'écris sans rancune, sans colère, car je sais que tout ce qui s'est passé a façonné l'homme que je suis, mais il m'est impossible d'oublier par exemple que ma mère était très désireuse que je retourne dans cette usine de cirage ». Un traumatisme qui explique pourquoi les jeunes enfants abandonnés ou livrés à eux-mêmes ont peuplé toute l'œuvre de Charles Dickens.
Et on termine bien sûr avec du cinéma et votre film préféré, Jean-Jacques Debout. Oui, alors vous dites que vous n'avez pas forcément le temps d'aller beaucoup au cinéma, mais il y a un film qui vous a marqué. C'est un film qui relate un destin brisé, lui aussi, puisqu'il s'agit de J'accuse, de Roman Polanski, qui relate l'affaire Dreyfus. Alors on rappelle brièvement cette affaire. En 1894, le capitaine Dreyfus, officier français de confession juive, est condamné à la déportation à vie pour avoir soi-disant fourni des documents secrets à l'Allemagne. Il y a une peine qui sera remise à 10 ans. Et puis pendant plus de 10 ans, l'affaire déchire la France avec en toile de fond une innocence bafouée, l'antisémitisme, un bouc émissaire juif et une condamnation sur de fausses preuves. Alors la vérité éclatera 12 ans plus tard, puisque la condamnation du capitaine Dreyfus est annulée en 1906 et qu'il est même nommé chevalier de la Légion d'honneur cette année-là. Malheureusement, cette affaire l'affaiblira à vie. Sa déportation à l'île du Diable en Guyane a laissé des traces physiques, sans parler des traces morales, certains n'ayant jamais cru à l'innocence de Dreyfus. Juste avant de mourir en 1935, Alfred Dreyfus déclara d'ailleurs, et c'est par là que je terminerai, « Je n'étais qu'un officier d'artillerie qu'une tragique erreur a empêché de suivre son chemin ». Et merci beaucoup Jérôme Goulon, c'est en effet un film incroyable. Merci beaucoup Jérôme, on se retrouve bien évidemment demain sur l'antenne de Radio J. On poursuit cette émission tout de suite avec le coup de fourchette que vous connaissez bien avec Mickaël Koskas, le tac au tac, évidemment notre expert Joseph Agostini, et puis le coup de cœur du jour, restez avec nous. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. David Revaud-Dallon, ça reste entre nous. Retrouvez-moi tous les mercredis sur Radio J pour Ça reste entre nous. Emmanuel Macron lui a donné une mission compliquée puisqu'il lui a en gros demandé de creuser sa tombe. Ça devient de la petite tactique politique qui ne construit rien globalement. Au point où en est Emmanuel Macron, même un gain minime, ça reste un gain. Et en ce moment, des gains, il n'en a pas beaucoup. Rendez-vous ce soir, 21h, sur Radio J. Radio J. À l'approche de Pessah, le Keren Hayesod vous propose d'aider nos frères et sœurs ukrainiens partis dans l'urgence à s'intégrer en Israël. Les besoins sont immenses. Logement, formation, cours d'hébreu, scolarité. Nous avons besoin de vous pour les aider à construire leur nouveau parcours de vie et à s'intégrer pleinement à la société israélienne. Faites votre don maintenant sur keren-hayesod.fr. keren-hayesod.fr. Merci pour votre générosité et bonne fête de Pessah. Il est 16h sur Radio J. Bonjour et bienvenue. Tout de suite, le journal de l'information avec Eva Soto. Bonjour Eva. Bonjour Cyrielle, bonjour à toutes et à tous. À la une de l'actualité, la crise politique en Israël et la recherche de compromis sur le projet de réforme judiciaire. Une mission difficile. Elle a débuté hier soir à la résidence du président de l'État d'Israël. Il y a eu une réunion entre des délégations de la coalition et de l'opposition. Et aujourd'hui, Isaac Herzog rencontre les représentants des partis arabes, Raham, et ceux du parti d'extrême gauche, Hadash-Ta'al. Mais les manifestations, elles continuent. Il y en a encore eu hier soir. 2000 personnes à Tel Aviv et les opposants au projet appellent de nouveau à des rassemblements partout dans le pays. Samedi, comme chaque semaine, le journaliste israélien Emmanuel Alperin. Nous sommes toujours en attente de quelque chose qui pourrait mettre fin à cette tentative de coup d'État, si vous voulez. Pourquoi coup d'État ? En général, pour qu'il y ait une réforme aussi importante des institutions, eh bien, il faut se mettre d'accord, il faut trouver un consensus, il faut trouver un compromis. Est-ce qu'on veut véritablement trouver un compromis ? Il y a déjà une loi qui est passée qui empêche la destitution de M. Netanyahou. Il y a une autre loi, un projet de loi qui va être examiné par la Knesset et qui permettra à M. Netanyahou de recevoir des dons en argent pour financer son procès. Le journaliste israélien Emmanuel Alperin. Les tensions sur cette réforme judiciaire commencent à peser sur les relations avec les États-Unis. Joe Biden s'est dit très inquiet pour Israël. Le président américain a appelé à trouver un compromis et ne pas continuer sur la voie de cette réforme. Tout à l'heure, lors d'une intervention devant le sommet américain pour la démocratie, le premier ministre israélien Binyamin Netanyahou a quant à lui affirmé que les liens entre Jérusalem et Washington étaient indestructibles. Au
chapitre sécuritaire, les forces de la police des frontières ont arrêté un Palestinien armé d'un couteau tout à l'heure. Il se trouvait près de l'implantation de Givat Ze'ev. En Judée-Samarie, un attentat évité de justesse grâce à la vigilance des gardes de sécurité alertés par le comportement du jeune homme. Il a refusé de se conformer aux instructions et de se faire fouiller. Il est actuellement interrogé par le Shin Bet. L'actualité internationale, c'est cet attentat antisémite déjoué en Grèce, un attentat commandité depuis l'Iran. Le but des terroristes était de s'attaquer à des Juifs et à des Israéliens. 2 ressortissants pakistanais nés en Iran ont été arrêtés. Et selon le Mossad, qui a participé à l'enquête avec les unités de force grecques, selon le Mossad, donc, ce couple faisait partie d'un réseau terroriste iranien. En France, le groupe NUPES communiste a inscrit à l'ordre du jour à l'Assemblée nationale une résolution assimilant Israël à un régime d'apartheid. Elle sera examinée le 4 mai. Plusieurs députés de la majorité se sont déjà opposés à cette proposition de résolution et ont affirmé leur volonté de lutter contre l'antisémitisme à l'intérieur et à l'extérieur de l'hémicycle. La guerre en Ukraine, le président de l'Agence internationale d'énergie atomique est arrivé à la centrale de Zaporijjia. C'est sa seconde visite sur place. Raphaël Grossi veut voir comment la situation a évolué dans cette centrale nucléaire et parler avec les ingénieurs qui travaillent sur place. En France, 2 manifestants de Sainte-Soline sont toujours dans le coma et les parents de l'un d'entre eux ont déposé une plainte contre X pour tentative de meurtre et entrave au secours. Le jeune homme de 32 ans a été blessé à la tête par une grenade de désencerclement, affirment les organisateurs de la protestation contre les méga-bassines. Son pronostic vital est toujours engagé. Ces affrontements entre forces de l'ordre et opposants aux réserves d'eau ont aussi fait des blessés parmi les policiers et les gendarmes ce week-end. Le criminologue Alain Boer sur RMC. Il y a là, dans cette affaire, des gens d'ultra-droite, des gens d'ultra-gauche et surtout ce que j'essaye d'appeler comme l'ultra-peuple. Des gens qui considèrent que tous les corps intermédiaires ayant échoué, soit parce qu'ils ont été détruits par l'État central qui n'en voulait plus, soit parce qu'ils n'arrivent pas à faire passer des revendications par la négociation et qu'il n'y aurait qu'une seule voie, celle de la force ou de la violence, sont aujourd'hui en attente du moment où ils pourront à nouveau se réexprimer. Chaque mouvement amène à une rage plus importante que celle qui existait précédemment. Le criminologue Alain Boer. Et pour finir, réforme des retraites, la première ministre Elisabeth Borne rencontrera les syndicats la semaine prochaine. Matignon a fait savoir que tous les sujets pourront être abordés. Et merci beaucoup Eva Soto, on vous retrouve demain à partir de 14h. En attendant, c'est la suite de notre émission juste après la pause avec mon invité Jean-Jacques Debouze sur Radio J. Radio J. Radio J. Bonjour, c'est Lise Gutmann. Le 10-11, Lise Gutmann. Ravie de vous retrouver tous les matins au programme Judaïsme, divertissement, communauté. Radio J. Grâce à Orla Yeladim, plus de 300 familles démunies reçoivent, pour passer dignement les fêtes juives, des colis personnalisés réalisés par des bénévoles et des enfants d'école partenaires. Orla Yeladim a besoin de vous pour les aider. Donnez sur allodon.fr/or-la-yeladim. allodon.fr/or-la-yeladim. L'association Orla Yeladim, avec le soutien de Home to Home Immobilier, spécialisé dans la gestion Airbnb et la vente de biens à Paris. Vos placards débordent de vêtements que vous ne portez plus ? Ne les jetez pas. Donnez-les à Coupe à Taïr et aidez les plus démunis. Pour donner facilement vos vêtements, déposez-les dans une de nos boutiques, dans nos containers ou lors de nos collectes fixes dans les communautés. Vous pouvez aussi organiser une collecte à domicile. Envoyez simplement un message WhatsApp au 0800 525 523 et nous vous enverrons un formulaire à remplir. Visitez notre site web coupeataïr.com ou contactez-nous au 0800 525 523 0800 525 523. À l'occasion des fêtes de Pessah, aidez Mazon à soutenir des familles en difficulté. Grâce à vos dons, ils recevront des colis de plus de 80 produits. Un colis pour une famille, c'est seulement 60 €. Prenez en charge 3 familles, soit 180 € et recevez une magnifique Haggadah Collector créée par l'artiste Alain Kleinman. Mazon, 34 rue des Grilles, 93 500 Pantin. Dons sécurisés sur mazon.org. Serfa en retour, 01 48 21 00 30. Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. 15h, 16h30.
Cyrielle Sarah Cohen. 16h07 sur l'antenne de Radio J. Merci de nous rejoindre. Si c'est le cas, si vous êtes avec nous depuis le début, merci pour votre fidélité avec notre invité aujourd'hui, Jean-Jacques Debout, pour votre livre évidemment autobiographique La couleur des fantômes aux éditions Talent. Et puis Jean-Jacques, juste à côté de moi, il y a Mickaël Koskas et vous allez voir, il va vous cuisiner tout de suite sur l'antenne de Radio J. C'est pas grosse. C'est très fin, ça se mange sans faim. Je suis dilaté. Radio J. Radio J, le coup de fourchette. Bonjour Mickaël. Bonjour Cyrielle. Bonjour Jean-Marc. Bonjour Mickaël. Jean-Jacques Debout. C'est un honneur de faire ma chronique aujourd'hui devant vous, devant l'homme qui a repéré un parti de Johnny Hallyday. Franchement, faut le dire. Si, il faut dire la vérité. D'ailleurs, je voulais vous dire, Jean-Jacques, aujourd'hui je suis prêt, c'est moi le nouveau Johnny. Enfin, je le dis, c'est moi aujourd'hui. Bah ça, c'est une bonne nouvelle. Hein. Voilà, c'est vrai. Avec grand plaisir. Plus sérieusement, je suis là pour parler de votre plat préféré. Vous avez raconté justement que vous mangez avec Jacques Brel dans un bistrot à Montmartre. Oui. Et le jour où vous avez repéré justement notre Johnny national. Les Pierrots. Vous mangez quoi? Un cheeseburger. Vous avez la réponse, c'est vrai? Oui. C'est ça. C'est ça, il a raison. Et là, vous tombez sur le petit Johnny en train de chanter une chanson rock. C'est On the Club, je crois. Rock on the Club de Bill Haley. Et là, vous vous êtes dit, avec Jacques, vous vous êtes dit, ce petit, il a un truc. Vous avez été lui parler. Ensuite, on aurait dit un archange tombé du ciel devant nous. Et le patron lui donnait des pièces pour le jukebox et il mettait toujours Bill Haley dans Rock on the Clock. Il avait une guitare qui l'accompagnait le jukebox et il chantait plus fort que le jukebox, c'est-à-dire plus fort que Bill Haley. Et avec Brel, on s'est regardé, on s'est dit mais il est quand même incroyable celui-là. Et Jacques Brel lui a fait signe de venir à la table. Et il est venu et lui, Jacques, après avoir chanté, il aimait beaucoup boire une bière ou deux. Et puis il lui a proposé de boire ce qu'il avait envie. Parce qu'il vient de Belgique, c'est ça? Oui. Alors et Brel lui avait dit, il avait dit Monsieur Brel, je bois pas de bière, je veux bien un Coca-Cola, mais et Brel il lui avait dit mais il me semble qu'on est belges tous les deux. Alors il dit oui, mon père était belge. Et puis Brel lui a dit, vous savez, les Belges, ils boivent de la bière. Alors vous allez boire avec moi un petit. Alors Brel lui a commandé un verre de bière. Et pour donner un exemple à nos auditeurs, moi je connaissais un garagiste, il s'appelle Gérard dans mon quartier. Et le garagiste au début, il était en train de changer une roue. Et après, moi je l'ai présenté à Speedy. Aujourd'hui, c'est devenu le patron de Midas. C'est pour vous donner un exemple un peu de ce que Jean-Jacques Debout a fait. Moi, franchement, j'étais agréablement surpris de tout ce que vous avez fréquenté comme artiste, comme grand nom de la chanson. Vraiment, c'est impressionnant. Ensuite, Johnny, il vous a piqué Sylvie Vartan, comme l'a dit tout à l'heure Cyrielle. Et aujourd'hui, vous devez le remercier normalement parce que grâce à ça, vous avez rencontré votre femme qui est Chantal Goya. Ça fait 57 ans de mariage. Oui. Je sais pas si on arrive à se rendre compte. Moi, j'ai que 24 ans. 57 ans de mariage, ça fait plus du double de mon âge. Et grâce à Dieu, vous avez fait les noces d'or tunisiennes. À 55 ans, c'est les noces d'or tunisiennes. Vous les avez dépassées. Je les connaissais pas, celles-là. Non, moi non plus, vous m'en apprenez. Parce qu'en Tunisie, on dit 5-5-5 tout le temps. Donc, Mabrouk, Jean-Jacques et Chantal. Vraiment, ça fait plaisir. On a l'impression que vous vieillissez jamais. Vous êtes toujours dans la musique, toujours impacté par ce qui se passe en ce moment. Et je sais que vous aimez pas compter les jours. Vous aimez pas compter les jours avec votre femme. Non, j'aime bien vivre dans l'incertain. Et honnêtement, vous avez raison, parce que moi, mon oncle, quand je lui ai dit, est-ce que toi, tu comptes les jours avec ta femme, il m'a dit, écoute, c'est comme une peine de prison, moins t'en parles, mieux tu te portes. Voilà. C'est comme ça qu'il m'a décrit le truc. Parlons peu, parlons bien pour votre estomac, car je sais que votre plat préféré, ce sont les œufs de saumon sur une tartine de pain grillé. Ah oui. Ça, vous adorez. J'en ai mangé hier soir. Ah vous voyez. En tout cas, ça c'est vraiment le dîner des champions. Vraiment, la plupart des gens qui mangent ça, après ils sont requinqués. Quand les gens ils vous voient de bonne humeur, on sait pourquoi aujourd'hui. Et ça me fait plaisir. C'est Madame Petrosian qui elle-même m'en envoie. C'est excellent. Ah oui, elle m'appelle, elle me dit, vous avez envie d'œufs de saumon? Alors, je lui dis oui, Madame Petrosian, vous êtes bien gentille. Comme ça. Alors, elle me fait envoyer un coursier qui vient avec les œufs de saumon. Vous avez de la chance. Et qui est amie avec Nicole Vinciac, qui elle aussi aime les œufs de saumon. Alors, on fait comme ça des razzias. Et on va faire un grand dîner, parce que moi aussi j'adore ça, Jean-Jacques Debout. En plus, je sais que les œufs de saumon, c'est un peu comme le diamant. Il y en a des bons, il y en a des mauvais, il faut essayer de les sélectionner un peu. Et apparemment, j'ai appris aussi que vous étiez un peintre de renom. Vos tableaux sont très fortement... ça intéresse fortement les collectionneurs. C'est des collages.
Ah, c'est des collages. Moi, j'ai lu peinture, mais j'avais pas. Ok. Non, ce sont des collages. Et apparemment, c'est très apprécié par les collectionneurs. Et à part les peintures et la musique, est-ce que vous avez d'autres passions, des choses qui vous passionnent encore aujourd'hui? Oui, mais il y a les livres. Les livres, la littérature, c'est important. J'aime beaucoup les livres, que... et puis j'aime beaucoup la chanson. Qui reste votre première passion, Jean-Jacques. C'est normal, la musique. Et dans votre jeunesse, vous êtes envoyé en pension au collège de Juilly, tenu par des prêtres oratoriens, avec dans votre chambre, enfin votre camarade Jacques Messrine, qui deviendra plus tard l'ennemi public numéro 1. Mais vous avez été l'ami public numéro 1 de la musique, vu que vous avez reçu la Légion d'honneur pour ce que vous avez apporté à la musique française. Un point commun entre nous, c'est que j'ai fait ma première scène à 17 ans. Comme vous, on espère que tout votre amour pour la musique ne s'essoufflera jamais. Et à ce que je vois, ça a l'air d'être le cas. Bravo pour ce que vous faites et merci pour tout, notre cher Capitaine Flamme. Merci Jean-Jacques Debout. Merci à vous. Merci Jean-Jacques Debout. Et puis, vous savez, il y a un instant, Mickaël Koskas qui vient de dire « J'espère que je serai le prochain Johnny ». Alors, on va pas aller trop loin. Mais vous venez sortir un single, Mickaël Koskas, que j'ai promis de dévoiler. Je l'ai promis la dernière fois que je vous ai reçu. Alors, on va l'écouter sur l'antenne de Radio J. Votre titre, ça s'appelle « Dévoiler ». C'est ça. Vous l'avez écrit, je crois que c'est vous qui êtes à l'écriture. Et j'ai un ami qui a fait le beat, l'instru derrière, et moi je l'ai écrit. Eh bien, on écoute et on en parle. Avec plaisir. Mickaël Koskas sur le son. Aucun attachement venant de moi, donc aucune souffrance venant de toi. Ça peu de gens peuvent le comprendre, mon cœur je le redonne pas. Si tu savais ce que j'ai vécu, le sommeil t'aimerais l'avoir connu. Car je te mens pas, mes yeux ne se ferment plus, j'ai trop été déçu. Moi ce que j'aimerais c'est revivre les moments où le bonheur je l'ai côtoyé. Car dans des pluies de larmes, je suis noyé. Les potes dans le canal, je me serais noyé. Ils ont été là de janvier à janvier. Les rimes me viennent en repensant à ma peine. Et ma peine je la donnerai volontiers. Car être malheureux, ça venait pas de ma propre volonté. Comme DiCaprio dans Loup de Wall Street, j'ai la maladie du billet. Oh la bambina, je suis toujours solo. Quand je deviens nostalgique, mes larmes coulent à flot. Mon flow, je l'ai trouvé dans les problèmes. Dans les problèmes, j'ai connu la peine. Mais la famille, arrêtez de vous inquiéter. Tant que j'ai la monnaie, le bonheur sera toujours à mes côtés. J'avais besoin de tout dévoiler parce que mon cœur était noué. Aujourd'hui je me sens comme un nouveau-né. La vie recommence comme le phénix, je renais. Merci d'être là et avec moi de partager mes joies et mes peines, car de vous côtoyer est la plus belle chose que j'ai. Merci aussi à celles et ceux qui soutiennent pareil. Et on est en train d'écouter ce titre qui vous appartient, Mickaël Koskas. Je rappelle que ce son est disponible sur Spotify, Deezer, Napster, Apple Music et YouTube. Alors c'est quoi la genèse du titre? Comment il est né? Qu'est-ce que vous avez voulu dire dedans? Alors en fait ça fait un moment que j'aime bien chanter les chansons quand je vais dans des karaokés, dans des bars avec des amis. À chaque fois ils me disent tu chantes bien, mais j'ai jamais eu l'audace de me lancer. Un jour j'ai un ami que j'ai rencontré sur un tournage avec Kev Adams qui me dit moi je suis beatmaker, j'ai fait plein de sons pour plein de personnes et je trouve que t'as quelque chose pour la musique, tu devrais essayer de venir. Donc je suis allé, j'ai écrit mes propres textes et ça fait vraiment plaisir quand je me réécoute de me dire que c'est moi qui a posé dessus et c'est moi qui m'écoute. Et bien sûr, et j'imagine que d'écouter son propre titre en radio, c'est une fierté, donc on est très content de le dévoiler. Vous êtes bien sûr passionné de musique, mais avant tout, je crois qu'il y a le stand-up aussi dans votre vie. C'est pourquoi vous êtes toujours avec nous, bien sûr, mais vous avez rencontré beaucoup d'artistes de la scène rap, de la scène humoristique française aussi. On va rappeler quand même la genèse de votre carrière dans le stand-up. Wow. Une première partie importante. C'est ça, en fait, j'ai fait la première partie de Bounaïmin à 17 ans. Je venais de faire mon anniversaire, on s'est rencontrés dans le couloir de l'Apollo Théâtre. Il avait vu des vidéos que je lui ai envoyées sur les réseaux sociaux et il m'a proposé de faire sa première partie. J'avais jamais écrit de texte, j'ai eu 10 jours pour l'écrire. Je suis monté sur scène devant 300 personnes, première scène à 17 ans et c'est là où je me suis lancé. Après j'ai écumé les comédie clubs, le Paname, le Fridge, j'ai fait le Jardin Sauvage, j'ai fait énormément de comédie clubs. Après j'ai fait aussi des web-séries sur YouTube avec deux gars qui m'ont tendu la main au moment où j'en avais besoin, qui s'appelle Farid et Oussama, d'une série qui avait fait 2,5 millions de vues par épisode, qui est quand même pas négligeable, surtout à l'époque où les web-séries c'était pas trop ça, ça venait de débuter.
Et après, je me suis lancé, voilà, de fil en aiguille, on a continué, on n'a pas lâché. Alors, vous êtes en train de préparer un spectacle, il faut le dire, Mickaël Koskas, et vous tournez aussi des vidéos avec Sambiche. Voilà, c'est ça. Sur YouTube. Alors, pour ceux qui connaissent pas Sambiche, c'est bien de dire qui c'est. C'est un ami à moi qui a 250 000 abonnés sur Instagram, et sur YouTube, il en a 336 000, et c'est un gars qui a commencé des vidéos dans sa chambre pour faire rire, et qui a commencé à faire des micro-trottoirs, après qui a fait des vidéos drôles. Et on a toujours fait des vidéos ensemble, à l'époque un peu plus. Aujourd'hui, j'en ai fait 2-3 avec lui qui vont sortir prochainement. Et on va reprendre les tournages de vidéos. En fait, je lâche pas le côté artistique parce que c'est vraiment ce que j'aime et ce que j'ai envie de faire dans ma vie. C'est ça, on sent qu'il y a donc la musique et aussi le côté humoristique, et puis une manière aussi de concilier aussi peut-être la comédie, puisque vous avez tourné aussi, il faut le dire, dans des clips de beaucoup d'artistes. Dadju, je crois. Dadju, il y a aussi l'artiste, il y a aussi Uzi et DJ Case, qui est un DJ qui fait des feats à l'international et même français dans le rap surtout, parce que je suis un passionné de rap depuis que je suis jeune et j'adore la musique tout simplement, que ce soit rap, variété, j'aime tout. Voilà. Ouais, peut-être qu'on aura un featuring bientôt, allez savoir. Merci Mickaël Koskas, on se dit à la semaine prochaine. Vous avez été notre coup de cœur aujourd'hui sur l'antenne de Radio J et notre chroniqueur évidemment. Et puis je rappelle à nos auditeurs, merci Jean-Jacques Debout pour Mickaël. Si vous aussi vous voulez faire découvrir votre musique, votre univers ou votre projet, eh bien vous pouvez nous écrire sur le site de Radio J ou sur notre Instagram. Tout de suite, on va passer à quelque chose que vous allez peut-être aimer, Jean-Jacques Debout, c'est le tac au tac, 10 questions, 10 réponses en 2-3 mots, on y va. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Et tout de suite, on démarre le tac au tac avec vous, Jean-Jacques Debout. Qu'est-ce que la recette de l'amour en 2-3 mots? C'est un coup de foudre. Le ou les sujets qui vous préoccupent le plus en ce moment? Je me demande jusqu'où va aller cette espèce de médiocrité ambiante qui consiste à jeter un pavé sur la tête d'un policier, de jeter un cocktail Molotov sur un pompier. J'avoue que ça me dépasse. Ça vous révolte. Oui. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de la réforme des retraites, Jean-Jacques Debout? Parce que je vois que ça vous fait sortir de vos gonds. Est-ce que vous trouvez que c'est pas une raison pour mal agir ou... Je pense que la télévision a pris une telle importance aujourd'hui, comme vous le savez aussi bien que moi, que une ou deux ou trois émissions auraient pu être consacrées avec des gens pris de tous les milieux pour en discuter. Peut-être qu'il faut aussi commencer à dire qu'on a une population qui commence à vieillir et donc c'est un problème et donc forcément il faut trouver des solutions. Et puis il fallait trancher. Voilà. Je veux pas défendre le président, mais quelque part il a pas complètement tort. Il fallait trancher parce qu'on n'en finit pas. Jean-Jacques Debout, je crois que c'est ce qu'il a voulu faire. Plutôt que de punir les gens, je crois qu'il a voulu trancher parce qu'il voulait passer à autre chose. Mais malheureusement, il y a des manières de faire et c'est le problème. Et ben voilà. Si vous pouviez changer de peau, Jean-Jacques Debout, vous seriez qui ou quoi? Mon rêve aurait été d'être un crapaud vous savez, c'est vrai. C'est vrai en plus? Oui, dans une mare pour pouvoir chanter tout ce que j'avais envie de chanter. Vous savez, comme les crapauds quand ils chantent tout et n'importe quoi. Je sens que vous adorez cette question. Quel est le plus beau compliment qu'on puisse vous faire, Jean-Jacques Debout? On est content de vous revoir. C'est bien que vous soyez venu. Qu'est-ce que vous avez fait de plus fou pour quelqu'un? J'ai pris un avion un jour, très vite. Je suis même monté dedans sans billet. C'était pour aller voir chanter Marlène Dietrich à Valencia, qui chantait pour les fêtes du Parador del Foc, qui est une fête tous les ans très importante à Valencia. Et tout d'un coup, j'avais envie d'aller voir Marlène. Et pour lui faire une blague, je me suis dit, elle va se demander comment j'ai fait pour aller presque aussi vite qu'elle. Et je me suis installé au premier rang de là où elle chantait. Et quand elle est rentrée sur scène, tout d'un coup, alors que j'avais dîné la veille à Paris avec elle, et tout d'un coup... Elle s'est figée. Elle m'a vu et elle a éclaté de rire et elle a expliqué au public pourquoi elle riait. C'était parce que j'étais là, assis au premier rang. Et c'était pas prévu. La plus belle qualité humaine pour vous, qu'est-ce que c'est, Jean-Jacques Debout? C'est la fidélité. Vos 3 grands plaisirs dans la vie?
Mais vos 3 grands plaisirs dans la vie. C'est d'attendre quelqu'un tout en sachant qui viendra. C'est réfléchir à quelque chose de possible, mais qui dans le temps ne doit pas être trop long. Et puis j'aime beaucoup la décoration. J'aime beaucoup dessiner pour savoir comment je vais installer ma chambre ou mettre mon piano là, mon bureau là. Le homestaging. Oui. Votre surnom, Jean-Jacques Debout? Quand j'étais petit, on m'appelait Bounet. Pourquoi? Mais j'ai jamais su. Votre philosophie de vie? Ma philosophie, c'est de prendre la vie comme elle vient. Votre prochain rêve à accomplir? C'est de refaire la toiture de la maison que j'habite et que j'aime beaucoup dans le Berry. Le dernier mot ou la dernière phrase que vous aimeriez prononcer? Le dernier pantalon n'a pas besoin de poche. Merci Jean-Jacques Debout, notre émission continue, le temps de digérer tout ça pour faire votre portrait sur Radio J. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Radio J. Le portrait psychologique. Et comme toujours à la fin de cette émission, on a pour habitude de débriefer ces minutes que nous avons passées ensemble. Et c'est Joseph Agostini qui a pris des notes, qui vous a écouté et qui va débriefer tout ça. Bonjour Joseph. Bonjour Cyrielle, bonjour Jean-Jacques. Bonjour Joseph. Alors un crapaud fidèle, c'est ce qu'il faudrait retenir au bout du compte. Alors cher Jean-Jacques, tout au long de cette émission, j'ai attentivement écouté, vous m'avez rappelé les mots de Boris Vian dans sa berceuse, non pas des crapauds mais des ours qui ne sont pas là. Boris Vian écrit « Je voudrais que tu sois là, que tu frappes à la porte. Tu me dirais « c'est moi, devine ce que j'apporte et tu m'apporterais toi. » Oh, je l'aime beaucoup. C'est beau. Ouais. Oui, parce qu'à chaque fois que vous évoquez une rencontre, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi Cyrielle, à chaque fois que Jean-Jacques évoque une rencontre qu'il a faite dans son existence, eh bien on dirait que la personne vient s'inscrire sur son chemin d'artiste, qu'elle lui apporte quelque chose de précieux qu'aucun autre n'aurait pu lui apporter. C'est vraiment ce qu'on ressent quand vous évoquez tous ces êtres absolument exceptionnels. C'est un peu ce qui m'est arrivé. Oui. Je l'ai connu, Boris Vian, très très bien. Oui. Oui, parce qu'il habitait sur le même palier que Jacques Prévert. Et comme j'étais ami avec Jacques Prévert, j'ai eu ce privilège. Et quand j'allais voir Jacques Prévert, souvent il m'est arrivé de croiser Boris Vian. Et puis Boris Vian m'avait auditionné aux Trois Baudets, dont il était le directeur artistique, à l'époque où il avait engagé Serge Gainsbourg. Oui, c'est Serge qui m'avait amené, il m'avait dit « Tiens, je vais te présenter à Boris Vian, tu lui chanteras ta chanson et puis peut-être qu'il t'engagera aux Trois Baudets. » Et puis, il y avait beaucoup d'artistes qui cumulaient pour passer aux Trois Baudets. Il m'a pas retenu, mais je n'en ai absolument pas voulu. Je l'ai revu par la suite et c'était quelqu'un de très très sympa. Alors vous avez été dans votre désir, vous avez donc été là au bon moment à chaque fois. Voilà ce qui me vient à vous écouter nous raconter ce Paris de la Closerie ou du boulevard Lannes, de la place du Tertre. Depuis même cet hôpital Trousseau, vous nous avez presque quittés au début de cet immense ouvrage. Alors cet enfant en souffrance paraît s'être nourri toute la vie de ces beautés terrestres. Parce qu'il y a quand même un temps d'enfance que vous semblez n'avoir jamais quitté, cher Jean-Jacques. Et comment ne pas faire le trait d'union avec ce début de vie si difficile? Parce que l'enfance, c'est une période de ma vie qui m'a terriblement à la fois émerveillé, interrogé et je trouvais un vrai incroyable. Je crois que c'est la plus belle période de la vie, l'enfance. Alors la créativité, l'écriture de chansons et de spectacles est toujours, de toute manière, pour chacun d'entre nous, connectée d'une certaine manière à cette enfance qui, comme dirait l'autre, est le génie à volonté. Mais avec vous, cela va plus loin. Finalement, la magie s'incarne même dans la rencontre amoureuse. Parce que Chantal Goya n'est pas seulement l'être aimé, elle paraît porter sur ce soulier qui vole tous les rêves enchantés et en plus des rêves en commun. Alors ça, je trouve ça, c'est le comble quand on est dans un état d'enfance, non ?
Mais oui, mais quand je l'ai connue, on aurait dit une enfant. Mon père m'avait même un jour, il m'avait dit, mais dis-moi, c'est ta petite amie avec qui je t'ai vu hier soir. Elle était venue dîner à la maison. Je lui dis oui, tu sais, je l'aime beaucoup. Mais il me dit, est-ce que tu te rends compte que quand on vous voit tous les deux, on a l'impression que tu viens de commettre un détournement de mineur. C'est vrai, elle fait jeune. C'est vrai qu'elle faisait particulièrement jeune, hein, effectivement. Alors, Chantal Goya donc n'est pas seulement l'être aimé, elle contient donc tous vos rêves d'enfance. Et Cyrielle a fait un coup de psy, moi je dirais, en disant tout à l'heure que Chantal ne vous savait pas poser de lapin. Et je dirais, c'est vraiment un coup de psy, ça. Alors, il n'y a pas de lapin, et moi j'ajouterais, je continuerai la phrase, il n'y a pas de loup non plus, car tout votre périple de vie se raconte dans une intime cohérence. Il y a Brel qui donne la main à Johnny, qui donne la main à Sylvie Vartan, tandis que Chantal chante « Adieu les jolis foulards » et... Alors ça, parce qu'il n'y a pas plus vrai et plus beau que les paradoxes, ne nous a jamais dit adieu au fond. Elle n'a jamais fait d'adieu à la scène, Chantal. Non, jamais. Non. Elle mourra sur scène aussi je pense pas à ça, mais ouais. En tout cas le plus tard possible. Prenez le temps de chanter, de rire, de vous amuser. Tout le monde sait bien qu'après tout, la vie est souvent jolie quand on la prend du bon côté, a écrit votre si grand ami Charles Trenet. Et j'ajouterais, si vous me le permettez, cher Jean-Jacques, prenez le temps pour aimer la même femme, faire des collages, écrire des chansons, garder cette enfance au creux de votre cœur, vous serez un peu plus heureux. Car en vous écoutant, vous m'avez inspiré cela. Eh bien, c'est formidable ce que vous me dites. Ça me donne envie de vivre un petit peu plus longtemps que je l'imaginais. Merci Joseph Agostini. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur l'antenne de Radio J. C'est la fin de cette émission, Jean-Jacques Debout. Oh là là. C'est passé vite, hein. Oh là là, oui. J'ai envie de vous dire, on était très contente de vous voir et que vous soyez venus sur l'antenne de Radio J. Moi, je vous remercie aussi beaucoup. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je rappelle votre livre autobiographique La couleur des fantômes aux éditions Talent. Merci pour cet échange. Merci à l'artiste Michael Koskas d'avoir été mon coup de cœur du jour sur l'antenne de Radio J et chroniqueur. Jérôme Goulon également pour cette belle chronique et Joseph Agostini ainsi que Christophe Barbier à la réalisation audio et vidéo aujourd'hui. Clément et Benjamin Arnaud. Notez que vous pouvez réécouter cette émission sur radioj.fr, YouTube et toutes nos plateformes. Rendez-vous demain dès 15h avec Steve Suissa et merci bien sûr à toutes et à tous de nous avoir suivis. À demain et belle journée sur Radio J. Ça, c'est uniquement sur Radio J. Uniquement